Dans le livre, je fais part des recherches qu'on a fait, entre autres, qu'on a commencé à faire à l'Université McGill depuis 3 ans, 4 ans. Des recherches qui sont disponibles aussi un peu partout dans la littérature scientifique sur le rôle du stress comme facteur important dans le développement d'une variété de maladies. D'ailleurs, je cite l'Association médicale américaine qui, en 2012, a dit que le stress est un facteur majeur, soit pour causer, soit pour déclencher la maladie, chez environ 80% des maladies non infectieuses. Et j'irai plus loin pour dire que, comme on sait que le stress réduit la capacité immunitaire, le stress a un rôle à jouer aussi sur les maladies infectieuses. C'est quoi le stress? Le stress, c'est un facteur ou tout facteur physique, chimique ou physiologique ou émotionnel qui cause de la tension physique ou mentale. Donc, ce n'est pas qu'un facteur psychologique ou émotionnel, mais ça peut être chimique, ça peut être physique, et tout changement qui requiert de l'adaptation mentale, physiologique ou biochimique. Alors, quand vous voyez, par exemple, qu'on parle de la ménopause comme étant un stress, ça l'est. Le corps est habitué d'avoir un certain montant d'estrogène, et sur une relativement courte période de temps, le montant d'estrogène baisse et est presque totalement, pas totalement, mais presque totalement éliminé, et le corps doit donc s'adapter, doit changer physiologiquement et biochimiquement pour faire face à ce changement hormonal-là. Donc, tout changement physique, émotionnel, biochimique est un stress. Le stress n'est pas qu'émotif. Et il faut mettre ça en perspective. Vous allez avoir beaucoup de clients, de clientes qui vont vous dire qu'ils ont eu des changements qui ont eu lieu dans leur vie. Vous allez leur dire, est-ce que vous avez du stress? Ils vont dire non. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne sont pas en train de se promener comme une poule qui s'est fait couper la tête et qu'ils sont très zen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de stresseurs qui ont causé des changements physiologiques ou biochimiques. Donc, le stress, je le répète, n'est pas qu'émotif, il est chimique, émotionnel, environnemental, hormonal, immunitaire et physique. Et tout changement qui requiert de l'adaptation. Et n'oubliez pas que le corps réagit de la même façon au stress, que le stress soit négatif ou positif. Quelqu'un qui a très très peur peut perdre l'appétit, peut avoir de la difficulté à dormir, puis lorsqu'il se retrouve devant ce qui leur fait peur, devenir tout rouge, flusher dans le visage avec les mains moites. Un jeune couple en amour, les ados, ils perdent l'appétit, ils ont de la difficulté à dormir, ils ne rentrent pas coucher le soir, c'est une autre paire de manches, c'est un des fils, et quand ils se retrouvent devant l'être aimé, où on en parle, ils deviennent rouges, flusher dans le visage avec les mains moites. Même genre de stress, ou même genre de réaction au stress, que le stress soit positif ou qu'il soit négatif. Et ça aussi, c'est important de s'en rappeler, l'impact sur le corps n'est pas que les mauvais stress, les bons stress aussi, le corps réagit de la même façon. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a un stress? Bien, tout simplement, le corps se mobilise pour une chose, la fuite ou le combat. Et la plupart des réactions de stress qu'on constate, que ce soit l'augmentation de la pression artérielle, l'augmentation du taux de sucre sanguin, les muscles qui deviennent plus crispés, la difficulté à dormir et ainsi de suite, sont tous des efforts du corps de se mobiliser, de se préparer pour fuir ou combattre. Encore là, que le stress soit émotif, chimique, hormonal, physique, et j'en passe. Et il ne faut pas oublier que même si aujourd'hui, on a l'impression qu'on a moins de stress qu'auparavant, je vous dirais que on a moins de stress intense, mais on a probablement beaucoup plus de stress. Alors, vous pensez à quelqu'un, il y a, je ne sais pas, 300-400 ans, de ça, qui se sauvait d'un tigre à dents de sable, peut-être pas 300 ans, un tigre à dents de sable, mais bon, qui se sauvait d'un tigre, pas de dents de sable, il y avait beaucoup de stress, c'était extrêmement intense. Si la personne réussissait à se sauver, je pense qu'elle est assez intelligente pour éviter les endroits qui avaient des tigres pendant un bout de temps. Si elle ne réussissait pas à se sauver, son stress était terminé. Quand les personnes avaient faim, les membres d'un village pouvaient aller chasser. Ça pouvait prendre un bout de temps pour attraper l'animal, beaucoup de stress physique. Tuer l'animal, le ramener au village, gros party pendant une semaine ou deux. Une fois que l'animal était mangé, le stress recommençait, mais pendant une période X, il y avait une période d'accalmie importante, un calme, presque plat. Aujourd'hui, nos stress sont significativement moins intenses, en général. Mais les stress sont souvent continus. Et c'est un peu la différence entre un stress énorme et la torture de la goutte chinoise. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, c'est mineur. Mais lorsque c'est sans arrêt, l'impact a lieu tôt ou tard, de la même façon si c'était un très gros stress. Donc, la fuite ou le combat, c'est la façon dont le corps se mobilise. On a des stress beaucoup moins, mais on en a beaucoup plus fréquemment.
Et l'autre phénomène qu'il faut réaliser, c'est qu'on n'a pas changé physiologiquement en 100 ans, mais le corps a changé la façon dont il fait les choses. C'est-à-dire, le corps n'a pas changé la façon dont il fait les choses, nos stress ont changé et on ne peut plus répondre au stress physiquement. Donc, le corps se mobilise pour le fait ou le combat, mais on peut ni fuir ni combattre. Alors, si votre voisin fait du bruit jusqu'à 3 heures du matin, votre corps se mobilise pour prendre une batte de baseball pour lui régler le problème. Mais vous n'avez pas le droit de ronger votre frein. Il y a 200 ans, si quelqu'un n'avait pas d'aliments dans son garde-manger, puis n'avait pas d'argent sous son bas de laine, ou dans son bas de laine, ou sur son matelas, la personne devenait stressée, le corps se mobilisait pour le fait ou le combat. Mais que faisait la personne? Elle allait chasser, voler ou cueillir. Il y avait une réponse physique au stress qu'on n'a plus maintenant et qu'on ne peut plus avoir maintenant. Et c'est un des facteurs qui augmente l'impact négatif du stress sur le corps. Donc, il faut réaliser que lorsqu'il y a un stress, quel que soit le type de stress, afin de s'assurer de la survie, le corps va augmenter toute fonction qui est utile ou même nécessaire à la fuite ou le combat, et il va réduire toute fonction qui peut contrecarrer ou être inutile ou même être dangereuse si on a besoin de fuir ou de combattre. Donc, augmenter certaines fonctions et en réduire d'autres. On sait aussi maintenant, je le mentionnais tantôt, que des nouvelles études suggèrent que lorsque des gens ont eu des stress continus ou plusieurs stresseurs, à la longue, le corps, même lorsqu'il n'y a plus de stress, peut continuer à fonctionner avec la mèche courte, la gâchette facile et réagir de plus en plus, même lorsque les stress sont plus présents, et se mobiliser pour le fait du combat. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a du stress et quel est l'impact sur le corps? Bien, on va regarder un certain nombre d'impacts. La baisse d'immunité, je l'ai mentionné tantôt, c'est un facteur extrêmement important. Quand j'ai écrit mon livre sur le candidat en 1986, la première édition en 1986, je disais que les infections à champignons seraient rien comparativement à ce qu'on aurait plus tard, si on ne s'occupait pas d'augmenter notre immunité naturelle. Depuis, on a le SRAS, on a la vache folle, on a la maladie de Lyme, l'Ebola qui commence à se pointer du nez en Amérique du Nord, etc. Si on n'augmente pas notre capacité immunitaire, on ne pourra pas faire face à ces défis nouveaux comme on le devrait, en grande partie parce que les outils qu'on avait qui étaient en théorie les plus intéressants, comme les antibiotiques, deviennent de plus en plus inutiles. Margaret Chan, qui est la directrice de l'Organisme mondial de la santé l'année passée, a dit que si les choses continuent dans quelques années, une infection aussi simple qu'une éraflure pourrait devenir mortelle à nouveau. Pourquoi? Bien parce qu'on n'aura plus d'antibiotiques qu'on va pouvoir utiliser pour la guérir. Évidemment, Margaret Chan ne connaît pas l'hydraspe du Canada ou d'autres plantes qui peuvent être extrêmement utiles, mais l'idée, c'est de mettre en perspective ce défi. Et le stress a un impact majeur sur l'immunité. Pensez aux gens qui ont les cheveux sauvages. Ça ressort quand? Quand ils sont stressés, quand ils ont brûlé la chandelle des deux bouts, quand ils ne dorment pas, etc., etc., etc. Lorsque le corps est dans un état de stress, le système immunitaire baisse sa fonction. Pour le corps, s'il pense qu'il est en danger, combattre un virus, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est se sauver du stégone dans le sable, ou du lion, ou de l'ennemi. Donc, l'énergie requise au niveau immunitaire baisse en fonction de quoi? Bien, de la fuite ou du combat. Il y a une réduction de la capacité digestive. Il y a des années de ça, on disait aux gens, si tu manges un gros repas, va pas te baigner, tu pourrais avoir des crampes. Pourquoi? Ben, c'est simple. Si je suis en train de me débattre dans l'eau, quand on ne sait pas que je suis en danger, il va augmenter la circulation sanguine dans les muscles, il va la réduire dans le tube digestif, dans le but d'assurer le fuite ou le combat. Et on sait aujourd'hui que le stress fait plusieurs choses au niveau gastro-intestinal. Il réduit la circulation sanguine locale. Il peut augmenter la production d'acide chlorhydrique, les gens vont avoir des brûlements à l'estomac, etc. Il peut augmenter temporairement l'activité de l'estomac pour éliminer les aliments rapidement. Il réduit ou élimine complètement la production d'enzymes digestives. Et ce qui est intéressant, c'est que de nouvelles études démontrent que le cortisol, l'hormone de stress, modifie la perméabilité sélective de l'intestin. On parle en anglais beaucoup de quelque chose qui s'appelle le leaky gut syndrome, le syndrome de l'intestin qui coule. En réalité, ça ne coule pas. Si ça coulait, les matières fécales se rendraient dans le sang et on mourrait. C'est un terme qui est coloré, mais qui est imprécis. Mais ce qui est modifié quand il y a du stress, c'est la perméabilité sélective. C'est-à-dire que le corps laisse passer des choses qu'il ne devrait pas laisser passer. Et souvent, ne laisse pas passer des nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras essentiels, etc., qu'il devrait laisser passer dû au changement qui s'opère lorsque le stress. En pensant à des phénomènes simples comme syndrome du côlon irritable, qui est un diagnostic, comme vous le savez, d'exclusion. Ça ne veut rien dire.
Ça veut dire que quelqu'un a des gaz, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, ou une alternance de tout ça. On ne pense pas que c'est psychologique, mais on n'a rien trouvé. C'est ça que ça veut dire, syndrome du côlon irritable. Des intolérances alimentaires peuvent jouer un rôle, certaines carences peuvent jouer un rôle, vitamine B3, magnésium, mais il y a des facteurs aussi qui peuvent jouer un rôle, c'est le stress. Et même s'il n'y en a plus, à la longue, l'intestin peut continuer à fonctionner comme s'il y en avait, moins de circulation sanguine, moins de capacité digestive, etc. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que la production de cortisol, l'hormone de stress, est un facteur, c'est pas le seul, mais c'est un facteur qui augmente significativement les intolérances alimentaires et les allergies. Si vous pensez à une allergie, je pense à l'allergie aux arachides, allergie plus drastique. Une allergie, ce n'est pas aussi dangereux que ça qu'on doit arrêter de respirer parce qu'on mange une arachide. Quand même. C'est une réaction qui est disproportionnée et qui est excessive à l'agresseur potentiel. Et cette réaction excessive-là, cette mèche courte ou cette gâchette facile, est souvent reliée au fait que les surrénales, les glandes de stress sont fragilisées. Et lorsqu'elles sont fragilisées et qu'elles sont stimulées, elles surréagissent, elles s'emballent. Et là, le système immunitaire va décider de développer une mémoire de cet aliment-là, de cette substance-là, et soit produire des immunoglobulines qu'on appelle les immunoglobulines E ou les GE, avec la production d'histamine, la réduction, par exemple, de la capacité respiratoire, etc. Ou il va produire des immunoglobulines G ou des GG qui, elles, vont causer une réaction à plus long terme, différée, mais dans certains cas aussi forte. Donc, l'intolérance alimentaire peut souvent être due, oui, au changement de la flore intestinale, oui, à la réduction de la capacité immunitaire, mais le stress joue un rôle majeur. Et n'oubliez pas, quand on parle de stress, je le répète, on parle aussi de stress chimique. Les enfants qui ont consommé une quantité industrielle d'antibiotiques, qui sont un stress chimique. Les antibiotiques causent une immense perte de magnésium, qui est probablement l'oligo-élément le plus important chez l'individu lorsqu'il y a du stress, pour réduire l'hyperexcitabilité du système. Et évidemment, en changeant la flore intestinale, les antibiotiques réduisent cette barrière importante au niveau gastro-intestinal qui, normalement, devrait réduire les chances de développer des allergies. Donc, le stress est un facteur important, c'est définitivement pas le seul, mais c'est un facteur à regarder pour éviter que les gens développent des allergies et aussi pour les aider, s'ils en ont, à s'en sortir. La résistance à l'insuline est un phénomène intéressant. À la longue, et on le sait hors de tout doute, lorsqu'il y a eu beaucoup de stress et lorsqu'il y a une augmentation de la production de cortisol, il va se développer une résistance à l'insuline. Puis le mécanisme est simple, puis en réalité, si on pouvait fuir au combat, c'est un mécanisme extrêmement intelligent. Vos muscles n'ont pas besoin d'insuline pour utiliser le sucre, vos muscles squelettiques, ceux de la squelette. La plupart des autres cellules en ont besoin. En créant une résistance à l'insuline, le fait que les cellules ne répondent plus bien à l'insuline, ces cellules-là ne peuvent pas prendre de sucre. Il y en a plus de disponible pour les muscles. Donc, le but de la résistance à l'insuline, s'il y avait vraiment un danger par rapport auquel on pourrait fuir au combat, le but, c'est d'avoir plus de sucre de disponible pour les muscles, même si on doit priver l'autre partie du corps. Maintenant, le problème avec la résistance à l'insuline, c'est que si mon corps résiste à l'insuline, il n'utilise pas bien l'insuline. Et ça ressemble à ma fille, non, je ne sais pas ça. S'il n'utilise pas bien l'insuline, il n'utilise pas bien ses sucres. Si je mange une banane, puis mon corps en utilise 25 %, je vais avoir fait de manger 4 bananes, comparativement à quelqu'un qui mange une banane et qui l'utilise à 100 %. Donc, avec la résistance à l'insuline, premier problème, les gens utilisent moins bien leur sucre et donc le corps en demande plus. Rage de sucre, rage de féculents. C'est documenté dans la période prémenstruelle. L'estrogène augmente aussi la résistance à l'insuline. Et c'est un facteur souvent qui commence à se développer suite à des stresseurs. Ou, souvent, quand des gens sont dans une période de stress, ils vont vouloir consommer plus de sucre ou de féculents ou d'alcool. Parce que le corps ne sait pas vraiment la différence entre l'alcool, qui est un sucre transformé, et le sucre. Donc, résistance à l'insuline peut causer des rages de sucre ou de féculents. Si le cerveau ne peut pas utiliser le sucre de façon efficace, il peut y avoir des problèmes de mémoire, de concentration. Lorsque le cerveau manque de glucose, c'est un peu comme un moteur qui a des ratés, il fonctionne moins bien. Vous allez avoir des symptômes qui vont ressembler d'ailleurs à des symptômes de quelqu'un qui est hypoglycémique. Vous connaissez tous l'hypoglycémie. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas une hypoglycémie sanguine. On fait des analyses sanguines. Le niveau du sucre dans le sang est normal. C'est les cellules qui n'utilisent pas le sucre de façon efficace.
Et c'est ce qui amène des symptômes cognitifs, mémoire, concentration, baisse d'énergie mentale, etc. Évidemment, dans son cas, c'est permissible de faire ça. Évidemment, s'il y a une résistance à l'insuline, et la plupart des cellules ne peuvent pas utiliser le sucre de façon efficace, un des effets, c'est quoi? Ben, c'est la fatigue. Puisque le glucose est la source d'énergie primaire dans le corps. Et le syndrome métabolique. Le rôle de l'insuline, donc, dans le corps, c'est d'assurer la prise de sucre dans les cellules. Si je n'utilise pas bien l'insuline, ou si mes cellules ne répondent pas de façon efficace à l'insuline, un des phénomènes qui se développe, c'est un diabète non insulino-dépendant, ou diabète de type 2. Mais un autre rôle dans le corps de l'insuline, c'est d'assurer aussi le métabolisme approprié des lipides ou des gras. Et donc, lorsqu'il y a une résistance à l'insuline, le corps n'utilise plus les gras de façon efficace, ils s'accumulent. D'ailleurs, un des symptômes de la résistance à l'insuline, c'est la prise de poids, surtout à l'entour de la taille, ou de poids troncal. C'est à cette temps-ci dans la conférence, normalement, que je retiens mon rôle. Donc, la résistance à l'insuline amène des problèmes de gras, cholestérol, le LDL commence à augmenter, le HDL, le bon cholestérol, baisse, il y a une augmentation de triglycérides. Évidemment, il peut aussi y avoir une hypertension artérielle. Encore là, si le cœur pense qu'il est en danger, augmenter la pression, c'est une bonne chose, pour que le sang se rende plus rapidement au muscle, pour assurer la fuite ou le combat. Donc, prise de poids, surtout au niveau du tronc, pas de tronc, il y a un segment. Le HDL qui est bas, LDL élevé, triglycérides élevés, hypertension artérielle et diabète de type 2. Et souvent, lorsque les gens ont eu des stress, si vous regardez leurs analyses sanguines sur quelques années, ils sont peut-être encore dans la norme, mais leur taux de cholestérol augmente graduellement, leur taux de sucre sanguin augmente graduellement, et ici, ils s'en vont graduellement vers un problème de syndrome métabolique. Oui. La baisse d'hormones reproductives. Le cortisol, l'hormone de stress, augmente invariablement la production des hormones reproductives. Les hormones reproductives. Et je vais vous donner deux exemples simples. Ou deux, un, c'est pas vraiment un exemple. Mais il faut le mettre en perspective encore là, dans une perspective de fuite ou de combat. Ça ne serait pas une bonne chose pour l'homme des cavernes de s'arrêter et de se reproduire, s'il est en train de se sauver d'un tigre. Donc, le corps baisse les productions d'hormones reproductives. Pensez au phénomène, vous en avez certainement entendu parler, d'un couple qui veut absolument avoir des enfants. Puis il essaie, puis ça ne fonctionne pas, puis ça ne fonctionne pas, puis ils sont stressés. Puis là, il décide finalement, c'est fini, on va adopter. Il adopte, il tombe enceinte. Lorsque le stress baisse, invariablement, il va y avoir une augmentation des hormones reproductives. Chez la femme, d'ailleurs, à peu près 70% de la progestérone est produite par les surrénales, les glandes de stress. Et lorsque la progestérone, ou lorsque le cortisol, l'hormone de stress augmente, la progestérone baisse. Ça peut affecter la fertilité. Et ça peut aussi causer des symptômes qui ressemblent à des symptômes d'excès d'estrogène, d'hyperestrogénisme. Syndrome prémenstruel, il n'y a personne qui le sait ici, évidemment. Syndrome prémenstruel, endométriose, kyste aux ovaires et plusieurs autres symptômes reliés à l'excès d'estrogène. Dans ce cas-ci, c'est pas qu'ils ont trop d'estrogène, c'est qu'ils ont trop peu de l'antagoniste d'estrogène, ou le agoniste et antagoniste, les deux en même temps, de la progestérone. Et il y a un impact aussi sur le DHEA, une hormone extrêmement importante, et chez l'homme et chez la femme, pour la reproduction, la santé de la masse musculaire, de la masse osseuse, de la mémoire, de la concentration, etc. Invariablement, s'il y a une augmentation de cortisol, l'hormone de stress, l'hormone majeure de stress à long terme, il va y avoir une baisse importante de sérotonine. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui joue un rôle pour déclencher et maintenir le sommeil. C'est un neurotransmetteur qui joue un rôle comme antidépresseur, comme anxiolytique, réduit l'anxiété, contrôle l'appétit. On sait aujourd'hui qu'à peu près 70% de toute la sérotonine du corps est produite dans l'intestin. On ne le savait pas il y a peut-être 20 ans, de ça, on le sait aujourd'hui. Et donc, une baisse de sérotonine va aussi affecter l'intestin, gaz, ballonnement, etc. Et un autre rôle de la sérotonine, c'est de contrôler la perception de la douleur. Pensez à vos clients fibromyalgiques. La plupart des gens qui ont de la fibromyalgie sont diagnostiqués fibromyalgiques parce qu'ils ont de la douleur, qui ne semble pas être justifiée, c'est-à-dire ils n'ont pas de hit, pas de l'arthrite, il n'y a pas d'inflammation musculaire, il y a de la douleur à certains endroits.
mais qui ne semblent pas être justifiés. Ils ont souvent de la dépression, souvent des problèmes de sommeil, et on leur dit que c'est dans leur tête parce qu'on n'a rien trouvé. On le dit moins maintenant qu'avant. Donc, l'anxiété, dépression, appétit anormal, problème gastro-intestinaux et une perception accrue de la douleur sont tous des symptômes qui peuvent être associés à un manque de sérotonine. Et la sérotonine, encore là, invariablement, va baisser lorsqu'il y a eu beaucoup de stresseurs. Et pour vos clients qui ont eu beaucoup de stresseurs, quel que soit le symptôme qu'ils ont développé, parmi ces symptômes-là, s'il y en a eu beaucoup, le 5-hydroxytryptophane ou le 5-HTP et le magnésium vont être extrêmement utiles pour redéclencher le processus de production de sérotonine. L'hypothyroïdie. Au début, lorsqu'il y a du stress, le corps va augmenter son métabolisme, va augmenter l'activité de la thyroïde pour pouvoir avoir l'énergie requise pour la fuite ou le combat. Mais à la longue, s'il est obligé de le maintenir trop longtemps, il va réduire l'activité de la thyroïde. Il va le faire de deux façons. Et il le fait parce que l'hyperthyroïdie est un phénomène qui cause beaucoup de dommages au tissu et où le corps utilise beaucoup de protéines. D'ailleurs, dans les revues d'endocrinologie, on parle d'autocannibalisme lorsqu'on parle d'hyperthyroïdie chronique. Le corps est en train de s'auto-bouffer. Donc, il réduit l'activité de la thyroïde ou il rend les cellules réfractaires, les cellules ne réagissent plus de façon efficace aux hormones de la thyroïde. Et ça commence à être extrêmement bien documenté qu'il y a des individus qui ont un niveau d'hormones T3, T4 de la thyroïde normale. Donc, leur hormone qui stimule la thyroïde, le TSH, est normale, mais ils ont des symptômes d'hypothyroïdie. Prise de poids, rétention d'eau, cheveux cassants, perte de cheveux, ongles cassants, problème de mémoire, de concentration, fatigue, et j'en parle. Et ce qui arrive ici, c'est que le corps produit une résistance, non plus à l'insuline, mais aux hormones de la thyroïde, pour pouvoir assurer la survie. Pour que le métabolisme reste bas, pour ne pas s'auto-manger, auto-cannibalisme, et aussi pour pouvoir conserver plus de calories pour en avoir à long terme pour la fuite ou le combat. Hein, lorsque la thyroïde baisse dans son activité, on brûle moins de calories, tout autre facteur étant égaux, c'est une façon de conserver des calories pour assurer d'en avoir plein à long terme pour la fuite ou le combat. Et dans le cas d'une hypothyroïdie sous-clinique, qui ne ressort pas dans les analyses de laboratoire, vous savez, une hormone, c'est un peu comme une clé, et les récepteurs dans les cellules, c'est un peu comme une serrure, mais là, c'est comme si on avait mis de la gomme dans la serrure, on ne peut pas rentrer la clé, elle ne fait pas son travail. Donc, dans le cas d'hypothyroïdie, ça commence, comme je disais tantôt, à être de plus en plus documenté. Ça arrive de plus en plus que des gens vont avoir des symptômes d'hypothyroïdie. Ils vont se faire dire non, tes hormones de thyroïde sont normaux. Donc, tu n'as pas d'hypothyroïdie. Quand ils n'ont pas vraiment d'hypothyroïdie, il y a un phénomène, j'appellerais d'hypothyroïdie cellulaire. Encore là, le corps baisse son métabolisme pour assurer la survie. Le foie gras. Dans le passé, on associait presque invariablement le foie gras à la prise d'alcool. Plus tard, on a commencé à réaliser que plusieurs médicaments pouvaient causer un problème de foie gras, mais dans la littérature scientifique, il y a de plus en plus d'études, il y en a beaucoup, qui démontrent un lien direct entre l'augmentation de cortisol, l'hormone de stress, et le foie gras. Je me rappelle une gentille patiente que j'avais qui avait 82-83 ans, qui a probablement jamais bu d'alcool de sa vie, sauf peut-être dans les bananes mûres qu'elle mangeait. Cette dame-là avait été diagnostiquée comme ayant le foie gras, puis son médecin lui disait « Madame, voyons donc, dites-nous ce que vous buvez. » C'était presque « Où la cachez-vous, votre alcool? » Ben, son fils a été tué dans un accident. 3 semaines après, son mari s'est suicidé. Et comme la maison n'était pas payée et il travaillait, elle a perdu la longue histoire, mais elle a perdu la maison. Beaucoup de stress, beaucoup de cortisol, beaucoup de raisons valables pour avoir de stress, et ça a effectivement causé le phénomène de foie gras. L'autre chose au niveau du stress qu'il faut prendre en considération, c'est lorsqu'il y a beaucoup de stress. À part tous les symptômes qu'on a mentionnés, il y a une perte extrêmement importante de plusieurs nutriments, qui eux-mêmes vont amener des symptômes. Donc, il y a une perte d'acide glutamique, qui est importante pour le tissu musculaire et pour l'intestin, l'acide pantothénique, le GABA ou l'acide gamma-aminobutyrique. Et quand le GABA baisse, les cellules du cerveau sont moins stables, plus d'énervabilité. Je ne pense pas que ça se dit en français, mais je peux le dire. D'énervabilité. Le magnésium, qui est probablement le nutriment le plus carencé durant le stress. La pyridoxine, la tyrosine, la vitamine C et le zinc. Et le cortisol détruit de façon documentée et extrêmement bien évaluée la flore microbienne ou le microbiote, les bonnes bactéries dans l'intestin aussi.
Donc, en plus de tous les phénomènes dont on a parlé, la résistance à l'insuline, la baisse de l'activité de la thyroïde, ou les cellules qui ne répondent pas aux hormones de la thyroïde, la baisse de sérotonine, etc. En plus de ça, il y a les symptômes de ces carences-là. Et si vous avez des clients encore là qui ont beaucoup de stresseurs, invariablement, vous ne pourrez pas les aider, à moins de les aider, pas juste au niveau alimentaire, mais avec des suppléments alimentaires qui vont aider à éliminer les carences, et surtout les carences de réserve, parce qu'on sait que beaucoup de ces nutriments-là ont des réserves dans l'organisme, et les réserves baissent avec le temps. Le magnésium, c'est un bon exemple. Et si on n'augmente pas les réserves du corps, ça va être très difficile d'avoir des résultats. D'ailleurs, dans le cas du magnésium, c'est intéressant. Plus le magnésium baisse dans le corps, plus le corps est stressable. Pas psychologiquement nécessairement, mais physiologiquement. Et plus il est stressé, plus il perd le magnésium. C'est un cercle vicieux, dans lequel il faut intervenir au niveau nutritionnel. Puis, n'oubliez pas, je ne pense pas que j'ai besoin de le dire, parce que je presse à des convertis, mais n'oubliez pas qu'au niveau nutritionnel, la bouffe aujourd'hui a très peu de valeur comparativement à il y a 60 ans. Une étude publiée par le United States Department of Agriculture, le département d'agriculture américain, a démontré que la pomme moyenne a perdu 82% de son magnésium. Et entre 1914 et 1992, il y a eu une perte énorme, à peu près 90% de calcium, de magnésium, de potassium et de fer dans la laitue, les épinards, les tomates. Et je pense que la dernière, c'est les carottes. Alors, pensez qu'on va avoir, juste au niveau nutritionnel, avec une alimentation saine, si quelqu'un fait une alimentation saine là-dessus, suffisamment de ressources nutritionnelles pour faire face à l'impact du stress, ou pour renverser les effets du stress? La réponse, c'est non. Non, c'est pas une photo de moi le matin. Je crois que ma conjointe est ici pour dire le contraire, mais bon. J'aimerais vous parler de Kyolic et son impact sur le stress. Et quand on parle de nutrition et du stress, non, c'est pas juste Kyolic. On a parlé de d'autres nutriments qui sont extrêmement importants. Mais je vais mettre l'emphase sur Kyolic pour une raison assez simple. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler c'est quoi Kyolic. Kyolic, c'est de l'extrait d'ail vieilli, AGE en anglais. Donc, on prend de l'ail de culture biologique, on la coupe en petits morceaux. C'est de l'ail cultivé, celle qu'on a au Canada, c'est de l'ail cultivé en Californie. On la met dans un médium dans lequel il y a de l'alcool, comme une teinture de mer, et on a une extraction jusqu'à 20 mois. Durant le processus de vieillissement, il y a plusieurs réactions chimiques naturelles qui ont lieu, qui changent radicalement la structure de l'ail. D'ailleurs, j'aime pas ça quand on dit que Kyolic, c'est de l'ail, c'est pas de l'ail, c'est de l'ail vieilli. C'est ça comme dire à quelqu'un en leur donnant une belle bouteille de vin, voici des raisins. Non. Ça a changé radicalement chimiquement quand on a fait le vieillissement du raisin pour en faire du vin. Il y a un accroissement des composés hydrosolubles, dont le S-allylcystéine, qui est une source, c'est une forme de cystéine, et des études ont démontré que son absorption est de 95%, qui est significatif, contrairement à la cystéine en supplément standard. Il y a des composés agresseurs et irritants qui sont convertis en composés sécuritaires et bénéfiques. L'ail vieilli est extrêmement sécuritaire, même pour les petits-enfants. Il y a un de mes fils, David, qui, lorsqu'il était plus jeune, il y a 20 ans, David se sauvait avec la petite bouteille de Kyolic liquide et qu'il allait boire directement de la bouteille. Et je courais après, pas parce que c'est dangereux, mais parce que ça coûtait 25 $ la bouteille, et il pouvait en boire la moitié. L'élimination de substances qui causent l'odeur caractéristique de l'ail, l'élimination de substances qui peuvent irriter durant le processus de vieillissement. Puis vous avez un peu l'idée des transformations et des changements chimiques qui ont lieu durant le processus de vieillissement de l'ail, donc pendant 20 mois, ces changements ont lieu. Dans ces cas, ça c'est les continents au Japon, mais l'ail vieilli que on a au Canada est fait en Californie avec de l'ail californien. Donc un rappel, Kyolic est de culture biologique, naturellement vieilli pour 20 mois, sécuritaire de 6 à 1188 mois. 1188 mois, c'est 99 ans. Et il y a plus de 715 études publiées ou publications scientifiques sur l'ail vieilli. Il n'y a aucun supplément alimentaire spécifique sur lequel il y a autant d'études et de loin. Lorsqu'on parle de problèmes cardiovasculaires, on parle du syndrome métabolique, il est documenté que Kyolic réduit les facteurs de risque majeurs du syndrome métabolique. Donc, HDL va augmenter, LDL baisse. D'ailleurs, si vous regardez sur vos bouteilles de Kyolic, c'est marqué que Santé Canada permet maintenant de dire que ça améliore tous les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Réduit l'hypertension artérielle, réduit l'hyperglycémie ou diabète de type 2, c'est documenté, et réduit les triglycérides élevés.
Donc, il joue un rôle au niveau métabolique. Au niveau de l'immunité, on sait que la IVI a des effets majeurs. Mais ici, je vais vous citer je ne l'ai pas ici. OK, voilà. Si vous allez sur le site web de l'Université de Maryland, leur centre médical, c'est quand même une université extrêmement sérieuse aux États-Unis, leur centre médical dit que l'extrait d'IVI améliore la fonction immunitaire chez les patients atteints de cancer. Dans une étude concernant les individus atteints de cancer inopérable, donc colorectal, hépatique et pancréatique, l'activité immunitaire s'est améliorée avec la prise de l'extrait d'IVI. C'est surprenant qu'une université conventionnelle et leur centre médical admettent qu'un supplément alimentaire, l'IVI, ait cet effet. Le Dr. Percival a fait une étude assez intéressante à l'Université de Floride à Gainesville, où ils ont pris des gens, ils leur ont donné de l'IVI ou de placebo, ils ont vérifié l'amélioration des symptômes du rhume, de la grippe ou la fréquence à laquelle il y a eu le rhume et la grippe. Et contrairement à beaucoup d'études, ils ont aussi fait des prises de sang pour voir si les paramètres immunitaires avaient augmenté chez les gens qui prenaient l'IVI et qui avaient moins de symptômes versus ceux qui n'en prenaient pas. Et ils ont vu une augmentation des cellules delta T et des natural killer cells, des NK. Donc, une augmentation tangible, objective et vérifiable de la capacité immunitaire chez les gens qui prenaient de l'IVI. Bien, votre question est peut-être, qu'est-ce que ça a à voir avec le stress? Les préparations de l'IVI ont aussi démontré des effets anti-stress insoupçonnés. Je vais montrer quelques-uns. L'extrait d'IVI a démontré des effets antidépresseurs significatifs, probablement dus à l'inhibition du monoaminoxydase alpha et bêta, ainsi que par ses effets sur l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine et le GABA. L'extrait d'IVI, Kyolic, a des effets antidépresseurs. Non. Gilles Filion était en charge d'un programme à l'Institut Pasteur. À l'Institut Pasteur en France, qui est un des instituts de recherche sur la microbiologie les plus importants. Et ils avaient une étude sur l'IVI, et l'objectif, c'était de voir l'impact de l'IVI sur le système immunitaire. Ce qu'ils ont vu qui était extrêmement intéressant et surprenant pour eux, parce que c'était quoi l'objectif de l'étude, c'est une amélioration chez les gens qui avaient des problèmes de sommeil et d'anxiété. Et Filion disait qu'ils ont découvert accidentellement que l'extrait d'IVI améliore la libération de sérotonine par le cerveau. On ne pense pas à l'IVI comme facteur dans l'amélioration du niveau de sérotonine, mais ça l'est. D'ailleurs, il a rapporté que l'extrait d'IVI module les récepteurs qui se lient à la sérotonine, rendant plus de sérotonine disponible. Et ça, c'est intéressant parce que, tout comme les récepteurs d'hormones de la thyroïde, tout comme les cellules qui ne répondent pas bien à l'insuline, ce n'est pas impossible que le stress à long terme ne fasse pas juste réduire la production de sérotonine, mais qu'il réduit la réceptivité des cellules à la sérotonine. De sorte que, même si je produis de la sérotonine, mes cellules ne répondent pas aussi efficacement qu'elles le devraient. Et en rendant plus de sérotonine disponible, l'IVI peut aider à minimiser l'intensité de plusieurs pathologies qui sont l'effet de la déplétion de la perte de sérotonine, dépression, attaque de panique, anxiété, désordre obsessif, compulsif, etc. C'est intéressant quand ça vient d'un chercheur microbiologiste de l'Institut Pasteur. Une autre étude, puis il y en a plusieurs, mais je vous donne des exemples, a démontré que le traitement avec l'IVI, avant une période de stress, a prévenu l'hypertrophie des surrénales. Alors, l'hypertrophie d'une glande, c'est quand la glande travaille trop. Elle est, excusez l'expression québécoise, en train de tilter. Elle en a trois fers, et donc elle augmente en grosseur. Il y a une hypertrophie de la glande. Et le fait que l'hypertrophie ait été évitée démontre que les glandes surrénales étaient moins stressées par le stress. Ça sonne redondant, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'efficacité de l'extrait d'IVI était le même que celui de diazépam. Diazépam, c'est de l'activant, des benzodiazépam, de l'activant et compagnie, des anxiolytiques. Et ces résultats suggèrent que la prise d'IVI peut réduire les effets du stress, tels que l'hyperglycémie et évidemment les autres effets comme l'anxiété, etc. Le Dr. Magassé aux États-Unis a rapporté que l'extrait d'IVI a aidé à prévenir l'hypertrophie des surrénales dues au stress, on en a parlé tantôt. Et au niveau du foie gras, l'étude japonaise qui a eu plusieurs autres depuis, des données démontrent que l'extrait d'IVI prévient l'apparition du foie gras. Dans ce cas-ci, c'était chez les souris diabétiques. Nos conclusions soutiennent l'hypothèse selon laquelle S-allylcystéine, qu'on retrouve et qui est standardisée dans l'IVI, a un potentiel pour traiter le foie gras non alcoolique. Foie gras médicamenteux, foie gras relié au stress. Les individus ont reçu Kyolic, ont couru plus que ceux recevant un placebo. Le groupe placebo a couru 929 secondes,
tandis que ceux recevant Kyolic ont pu courir 1611 secondes, soit presque 2 fois plus longtemps. Et ce que les chercheurs suggèrent, c'est que c'est l'impact sur l'amélioration de l'oxygénation de l'oxygène et la réduction de destruction de l'oxygène qui fait que les individus ont le plus d'énergie. Certains chercheurs suggèrent aussi que c'est l'impact sur les surrénales, les glandes du stress, mais on ne parle pas d'AIVI généralement comme étant un facteur d'énergie. Et n'oubliez pas que les gens qui ont construit les pyramides et les gladiateurs avaient une chose en commun. On leur donnait tous de l'ail à bouffer, en quantité industrielle. Je ne sais pas, dans le cas des gladiateurs, c'était pour éliminer leurs ennemis, pour les éloigner, parce que l'ail donne une odeur particulière. Souvent, je dis aux gens que l'ail, effectivement, aide à prévenir le rhume et la grippe, parce que si vous en mangez assez, on ne parle pas d'ail vieilli, on parle d'ail ordinaire, si vous en mangez assez, personne ne va s'approcher de vous assez pour vous donner le rhume et la grippe. J'avais une patiente qui mangeait beaucoup d'ail, 12 à 15 gousses par jour. C'est une dame d'un certain âge, et j'avais mon bureau à Ville-Saint-Laurent dans le temps, puis je suis certain que je le sentais quand elle débarquait à Berry de l'autobus. Les probiotiques et leur impact sur le stress. Ben, on sait que le niveau cérébraux de sérotonine sont réglementés par la quantité de bactéries dans l'intestin. Imaginez, la sérotonine dans le cerveau est réglementée par les bactéries dans l'intestin. Et ces résultats démontrent que la neurotransmission du système nerveux central peut être profondément perturbée par l'absence de flore microbienne intestinale normale. Dans l'industrie des produits naturels, ça fait très longtemps qu'on parle contre les édulcorants artificiels et les coques, diètes, etc. Et comme vous avez vu la semaine passée, on admet maintenant que les édulcorants artificiels dans les boissons gazeuses détruisent les bonnes bactéries dans l'intestin et augmentent le risque de diabète de type 2 et de syndrome métabolique. Puis, j'aurais dû magasiner dans le magasin de produits naturels. Mais bon, c'est notre père le mange. Mais l'idée, c'est que c'est parce qu'ils détruisent la flore microbienne qu'ils augmentent le risque de syndrome métabolique. Dans une étude faite avec Chiodophilus, il y a une baisse significative de symptômes d'anxiété chez ceux qui ont pris les probiotiques versus le groupe placebo. Significative. Ces résultats confirment la présence d'une interface intestin-cerveau qui est modulée par les microbes qui résident dans l'intestin. En 1911, Elie Mechnikov, le dauphin de Louis Pasteur, a reçu un prix Nobel pour son travail. Et le livre qu'il a écrit pour les consommateurs s'intitulait « La prolongation de la vie ». Et Elie Mechnikov, en 1911, disait qu'il fallait augmenter les bonnes bactéries dans l'intestin si on voulait vivre plus longtemps. Or, évidemment, tout le monde savait qu'Elie avait tort et qu'il y avait juste de mauvaises bactéries dans le monde. Et Elie Mechnikov a popularisé d'ailleurs au début quelque chose qu'on appelle le yogourt. Mechnikov avait raison en 1911 et beaucoup d'autres gens avaient absolument tort. Les probiotiques jouent même un rôle au niveau de la production de sérotonine, donc perception de douleur, anxiété, dépression, insomnie, etc. J'aimerais vous parler très brièvement de nouveaux produits que Purity Life va introduire, et après ça, il va probablement y avoir beaucoup de questions, j'aimerais ça répondre à vos questions. Depuis des années, à l'extérieur de l'Amérique, non, à l'extérieur du Canada, Kyolic a un produit qui s'appelle Chiodophilus et Cranmax, ou Chiodophilus et extrait de canneberge. C'est donc un produit de Chiodophilus et extrait de canneberge. Il y a plus de 10 années d'utilisation à l'extérieur du Canada. Je vais mettre quelques notes au niveau de Chiodophilus dans un premier temps et au niveau des cystites. Je ne sais pas si vous le savez, mais la cystite, ou l'infection à la vessie, est la deuxième cause d'infection bactérienne ou d'infection chez la femme en Amérique du Nord. On n'en parle pas beaucoup, et beaucoup de cystites ne sont pas déclarées publiquement, dans le sens où les gens vont finalement passer à travers le cystite, ne demanderont pas nécessairement de médicaments, mais c'est un phénomène qui est en croissance, on va voir pourquoi, et qui est grave parce que de nouvelles études démontrent que la prise d'antibiotiques peut modifier la flore microbienne à un point où l'estrogène, qui est normalement conjugué de la bile avant d'être éliminé par l'intestin, peut retourner dans la circulation sanguine. Alors, imaginez essayer de vider un bain et d'avoir un tuyau qui prend l'eau du renvoi et qui le retourne dans le bain. Et comme les cancers du sein, le cancer de l'utérus, l'endométriose, etc., sont dus à un excès d'estrogène dans la grande majorité des cas, il faut se poser des sérieuses questions sur l'état de la flore microbienne et sur ses impacts des antibiotiques fréquents. Il y a une étude suédoise qui a démontré, hors de tout doute,
que statistiquement, plus une femme, tout autre facteur étant égaux, plus une femme consomme d'antibiotiques pour des cystites, plus elle augmente son risque de cancer du sein et de cellules atypiques au niveau du cancer du sein ou au niveau des glandes mammaires, et elle augmente aussi son risque de cancer de l'utérus. Donc, une petite note au niveau de Chiodophilus, c'est des souches humaines qui donnent une meilleure adaptation, stable à la température de la pièce. Et pour moi, c'est un facteur extrêmement important. Il y a de très bons probiotiques sur le marché. Il y en a d'excellents. Un des avantages majeurs de Chiodophilus, sinon l'avantage majeur, c'est que les gens ne sont pas obligés de le réfrigérer. Il y a beaucoup moins de risques qu'ils l'oublient. Et ils peuvent le transporter avec eux. Il y a une nouvelle étude qui a été faite sur la souche spécifique utilisée par Chiodophilus. Elle a été stable à la température de la pièce pendant 6 ans, à 75 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas si vous mixez en Celsius, mais vous pouvez faire la conversion. Elle résiste aux acides gastriques et il y a un nombre suffisant pour l'implantation. C'est une souche qui adhère très bien aux muqueuses gastro-intestinales. Elle produit des acides organiques, c'est documenté. Il n'y a pas de produits laitiers. Et sa souche principale, c'est les L-gacéries, sur lesquelles il y a de plus en plus d'études. Cranmax est un extrait concentré, 100% naturel, de canneberge. Et les gens qui ont créé Cranmax ont une méthode brevetée qui s'appelle BioShield, qui est une méthode naturelle pour protéger les agents actifs de canneberge des sucs gastriques. Et plusieurs études scientifiques démontrent son efficacité. Donc, parlons des cystites. C'est le deuxième type d'infection le plus fréquent chez l'être humain. 80% des femmes auront une cystite dans leur vie et 20% en souffrent annuellement. C'est beaucoup. Elles sont la deuxième cause de perte de travail chez la femme en Amérique du Nord. Et la raison la plus fréquente pour la prescription d'antibiotiques chez la femme adulte, c'est la cystite. Et voici un problème avec la cystite. La cystite, c'est un peu comme des infections à champignons au niveau vaginal. Lorsque la cystite est récidivante, la source n'est pas au niveau de la vessie, elle est intestinale. Et chez la femme, malheureusement, mesdames, physiologiquement, les micro-organismes peuvent facilement migrer du rectum au milieu vulvo-vaginal, causer une infection vaginale, et ils peuvent monter aussi les reins et causer des infections à la vessie. L'homme a moins de problèmes pour des raisons purement physiologiques que la femme à ce niveau-là. Et dans le cas de candidose, ça a été documenté que virtuellement tous les cas de candidose à répétition, infection vaginale à répétition, ont leur source au niveau intestinal. Oui, la période prémenstruelle avec l'augmentation d'estrogène peut stimuler les champignons puis vont être plus actifs, mais on les tue localement, puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Pourquoi? Bien parce qu'on ne règle pas le problème au niveau intestinal. Et c'est la même chose au niveau des cystites. Les femmes qui ont des cystites à répétition ont une source bactérienne au niveau intestinal, et juste détruire le micro-organisme au niveau de la vessie, ça ne règle pas la cause du problème. Et de prendre des antibiotiques empire le phénomène en réalité, parce que même si on tue la mauvaise bactérie, on tue aussi les bonnes bactéries, et quand les mauvaises bactéries se redéveloppent, ils ont moins de compétition pour l'environnement, ils ont plus de bouffe, puis ils se développent plus facilement. Donc, les infections urinaires sont causées par des bactéries dans les selles, disent des chercheurs de Finlande. Et en Finlande, ils ont fait beaucoup d'études sur les infections, les cystites, les infections de la vessie. Parce que ça coûte très cher à l'État, ils ont réalisé que les antibiotiques donnaient virtuellement bien à moyen ou long terme. À court terme, oui. À moyen ou long terme, ce n'était pas la solution. Donc, au niveau intestinal, dans les selles, les facteurs alimentaires qui réduisent les propriétés de notre flore intestinale augmentent le risque d'une infection urinaire. Tout ce qui veut modifier la bonne flore intestinale va réduire significativement les bonnes bactéries et va augmenter le risque d'avoir des cystites. Et tout ce qui va encourager les bonnes bactéries et de replenish en anglais, de refaire la flore microbienne, va réduire significativement le risque de cystite. La consommation de jus de bœuf frais ainsi que celle de lait fermenté ont été associées avec une importante réduction de la fréquence et de la sévérité des infections de la vessie. Ils ont fait une étude, donc, ils ont pris des jus frais, des canneberges fraîches, font le jus, le donnent aux gens dans les 24 heures, et des laits fermentés spéciaux avec beaucoup de bactéries. Et ils ont constaté une diminution significative et de la fréquence et de la sévérité des cystites chez les femmes qui avaient un programme préventif de ce type. Et on ne parle pas ici
de traitement nécessairement, mais beaucoup plus de prévention. Et la femme qui a des cystites régulières, même si c'est 2-3 fois par année, ce qui est déjà 20 fois trop, 200 fois trop, elle peut réduire significativement l'incidence avec des probiotiques, avec le canneberge. La majorité des produits sur le marché sont des produits pasteurisés ou pasteurisés à froid. Vous connaissez la pasteurisation à froid? C'est ce qu'on appelle l'irradiation. Mais un terme qui est de plus en plus populaire, c'est pasteurisation à froid. Donc, on tue les bactéries, on pasteurise le produit avec des radiations. Il faut en consommer une importante quantité, à peu près 1 litre par jour. Le liquide est plus inconvénient, évidemment, que l'extrait en capsule ou en poudre, c'est plus difficile à transporter. Et le jus est bien plus dispendieux. D'ailleurs, une étude qui a été faite sous l'égide du Canadian Naturopathic Association et du Collège canadien de médecine naturopathique à Toronto, ils ont dit que ça coûtait à peu près 624 $ d'extrait de canneberge versus 1400 $ plutôt de jus pour avoir le même genre d'effet au niveau gastrique. Donc, Kyodophilus et Cranmax, c'est un mélange de Cranmax, qui est l'extrait de canneberge sur lequel il y a le plus de recherche, et Kyodophilus, qui est un probiotique thermostable, souche humaine, très efficace pour coloniser l'intestin. Nouveau produit, donc, chez Purity Life. L'autre, je vais en parler rapidement, c'est le Kyolic avec curcumine. Donc, évidemment, la curcumine, c'est un anti-inflammatoire, hépatoprotecteur, c'est un antioxydant, et il a des effets anti-cancer. Le but, c'est d'allier les effets de Kyolic, qui a aussi démontré les effets anti-cancer, soit dit en passant. Là, on l'a vu tantôt au niveau de l'augmentation de l'immunité. Donc, pour allier les effets de Kyolic avec des effets anti-inflammatoires importants. L'avantage du curcuma en capsule, pour beaucoup de gens, c'est qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à bouffer du curcuma en quantité, ne sont pas habitués à la saveur, etc. Vous connaissez Moducare, c'est un petit rappel au niveau de Moducare, c'est un mélange breveté de stérol et de stérinol, stérolin. L'effet équilibrant sur le système immunitaire. N'oubliez pas que Moducare n'augmente pas et ne réduit pas la capacité immunitaire, il la normalise. Et il a démontré, plusieurs études rigoureuses ont démontré ses effets. Et ces stérolins et les stérols ont des effets donc immuno-équilibrants, et c'est un mélange très spécifique et breveté qu'a Moducare, avec une méthode très particulière qui est très différente des autres produits sur le marché. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que Moducare est maintenant un produit à dissolution graduelle. Et contrairement aux produits à dissolution graduelle standard, la dissolution graduelle est obtenue avec de la cire naturelle. La cire protège le produit de l'acide gastrique, puis quand il arrive dans un milieu plus alcalin, elle commence à se défaire graduellement, et les ingrédients de Moducare sont libérés graduellement sur plusieurs heures, ce qui fait que la personne n'a pas besoin d'en prendre 2 ou 3 ou 4 par jour, c'est plus facile. Et le produit est beaucoup plus stable dans l'organisme. Donc, le stress joue un rôle majeur sur les problèmes de santé. C'est important avec vos clients de réaliser l'impact du stress et de pouvoir les aider à défaire plusieurs des effets du stress au niveau nutritionnel, avec des activités du côté droit du cerveau, avec l'exercice, avec le repos. Il n'y a pas juste la nutrition. N'oubliez pas l'analogie, certains d'entre vous la connaissent probablement si vous êtes venus à mes conférences, mais la santé, c'est comme une chaise sur laquelle vous êtes assis ou assise. Vous êtes confortable? Il y a une partie de la chaise, le siège, et le dossier, qui sont votre bagage génétique et acquis. Ce que vous avez hérité et ce que vous avez acquis en vous traitant bien ou vous traitant mal depuis que vous êtes né. Mais la chaise a 4 pattes. Une des pattes, c'est le psychospirituel. Une des pattes, c'est l'exercice. Une, c'est le repos. Et une, c'est la nutrition. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une des pattes qui est plus courte que l'autre? Au mieux, vous êtes inconfortable. Au pire, vous tombez en bas. La santé, c'est l'équilibre des 4. J'ai mis beaucoup d'emphase sur la nutrition au niveau du stress. Mais c'est l'équilibre des 4 si on veut réduire l'impact du stress sur le corps et même renverser les effets du stress sur le corps. Alors, j'aimerais ça répondre à vos questions, s'il me reste un peu de temps. Oui. Ah! Dr. Zafi, dans votre liste des nutriments en déficience pour une personne stressée, vous avez spécifiquement ciblé dans les vitamines D, la B5, la B6.
supplémentaire C2 en particulier, ou il y avait un bénéfice à prendre un complexe B plus complet? Quand on prend les vitamines du complexe B, l'idéal, c'est d'au moins prendre un complexe B de base. Mais j'ai ciblé B6 et la pyridoxine, donc, et l'acide pantothénique, pour deux raisons. L'acide pantothénique est absolument nécessaire pour la production des hormones des surrénales. Des études contrôlées ont démontré que la prise de vitamine B5 réduit significativement ce qu'on appelle le burning foot syndrome, le syndrome des pieds qui brûlent, qui est un syndrome associé au cortisol, à l'hormone de stress. Et dans le cas de la vitamine B6, c'est à cause de son effet métabolique, c'est-à-dire que la B6 est requise pour la production de virtuellement tous les protéines comme coenzymes, que ce soit les anticorps, les neurotransmetteurs, etc., dont on parle de réparation. Mais oui, les autres vitamines du complexe B sont importantes. Par exemple, il y a une étude, il y a plusieurs études, mais il y a une étude publiée sous l'égide de l'Association pharmaceutique américaine qui a même admis que la vitamine B3 est utilisée en Italie pour aider les patients qui souffrent d'anxiété, pour les sevrer de benzodiazépine ou d'ativane. Donc oui, même la B3 à ce niveau-là serait utile, mais le plus des deux plus carencés, c'est B6 et B5. Alors, si vous avez des clients ou des clientes qui ont de la difficulté, vous ne devriez pas jouer avec ça, mais s'ils sont suivis par un médecin, ils ont de la difficulté avec l'arrêt ou pour réduire leur anxiolytique, la vitamine B3 s'est démontrée effectivement très efficace, sous forme de niacinamide, pas de niacine, parce que s'ils le prennent sous forme de niacine, puis ils ont des floches de niacine, ils vont être encore plus stressés et plus anxieux. Oui? Mon français n'est pas très bon. You want to say it in English? Yes, je peux. I'll try to speak English too. Just an interesting thought for people when they go home tonight. I remember listening to Hans Selye when I was at the Yale University, and they coined him with defining stress as a disease. And this was maybe 40 years ago. And he said that a good way to relieve stress is to do something nice for someone else. It's like taking an aspirin for a headache. And maybe we're programmed to contribute to the tribe that we're born into. And that's why the hunters don't eat all the food that they bring it back, and they give it to their community, and they're rewarded with dopamine, perhaps, to make them feel good and reduce their stress level. So I'm just wondering what your thoughts are about doing something nice for someone to reduce their stress level, how we're programmed to do that, and how it might chemically make us feel better and reduce our stress level. Well, I'm going to go through all of it, but as I mentioned in French, the objective is to talk about the nutritional aspect. And you can do it in French, I understand. C'est ça, l'objectif, donc, c'est de parler du côté nutritionnel et non pas du côté psychospirituel, même si ça joue un rôle. Et d'ailleurs, sur cette tête-là, ce que vous avez là, c'est Hans Selye, le père du stress, entre guillemets. Est-ce que faire du bien pour quelqu'un d'autre peut être utile pour réduire le stress? Absolument. Et il y a même certaines études qui suggèrent qu'il y a certaines endorphines qui sont sécrétées lorsqu'on fait du bien à des gens qui vont être plus calmantes, oui. Inversement, si quelqu'un regarde des jeux vidéo, Nintendo, PlayStation, GameCube, etc., les neurotransmetteurs qui augmentent sont sûrs reliés directement au stress et au danger. Mais oui, vous avez raison à ce niveau-là. Autre question? Oui? Merci pour votre présentation. On sait qu'il y a trois phases de stress. D'alarme, résistance, puis de l'émission. C'est laquelle, en fait, que vous citez depuis tout à l'heure, vous parlez de stress? Parce qu'en fait, les niveaux de cortisol sont variables d'une phase à l'autre. Les niveaux de cortisol sont définitivement variables. Dans certains cas, il y a très peu de cortisol, il y a l'adrénaline qui est sécrétée. Ici, l'objectif, c'était de parler du stress globalement, pas aller trop en détail dans les niveaux, mais on parle surtout d'un stress ici à long terme, de longue haleine. Si ça arrive juste une fois ou deux, il n'y a pas cet effet-là, mais certains des effets qu'on a mentionnés, par exemple au niveau de la thyroïde, certains effets au niveau de la résistance à l'insuline ont lieu quand il y a eu des stress à long terme avec l'augmentation de cortisol et pas seulement la production et la sécrétion d'adrénaline. Vous parlez d'une situation où est-ce que la personne a fait des phases d'alarme en répétition? Pas nécessairement. Et ça, non. Ça, ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, les gens semblent avoir eu un niveau de stress extrêmement élevé, un niveau de cortisol élevé, sans avoir eu de réaction d'alarme tangible, psychologiquement, tangible au niveau de l'électroencéphalogramme et tangible au niveau de d'autres paramètres comme tension musculaire, etc. D'autres questions? Alors, je peux te dire, Julie, que j'ai vu cette chose-là. C'est toi, ça? Oui, c'est Ah,
Excusez, vous avez une question? Oui. Oui. Le stress métabolique, vraiment à l'usure, peut amener à l'hypotension. Oui. Donc, Oui. à ce moment-là, l'ail serait encore une bonne solution. L'extrait d'ail vieilli normalise la pression artérielle. Il va faire baisser anormalement une hypotension artérielle. Okay. D'ailleurs, il y a un texte qui est du Conseil canadien d'éducation continue en pharmacie où il mentionne à l'intérieur que les études sur l'extrait d'ail vieilli ont démontré que lorsque l'hypertension était trop basse, il n'y avait pas d'effet pour faire baisser l'hypertension plus. Dans certains cas, il y avait un effet pour augmenter l'hypotension. Et quand la température artérielle était trop élevée, là, il y avait un effet pour la faire baisser. Merci beaucoup de votre temps et merci de Purity Life. Toujours aussi intéressant, merci. On va prendre quelques minutes parce qu'on vous a fait déchirer des petits coupons. Ça semblait on était tout compliqué au début, mais j'espère que vous avez en main. On va demander à Dr. Crisafi qui nous fasse l'honneur de choisir un gagnant. Si vous ne gagnez pas, je ne veux pas que vous soyez fâchés avec moi. Et le gagnant. 7094, les 4 derniers numéros. 7094. Main levée, main levée. Alors, on a le choix entre deux petits cadeaux ici. Donc, ça, merci. Oui, je fais ça. Oui, merci, merci. Et on peut demander peut-être un cadeau. La femme de Daniel, la femme de Daniel. Suzy, la compagne de Daniel, va nous choisir. Alors, les 4 derniers numéros, 7066. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, je vais essayer de monter ceci. Alors, merci à tous encore une fois. Ça a été un énorme plaisir de vous voir, d'avoir du temps pour jaser et de bien manger et d'avoir une belle conférence avec Dr. Crisafi. Alors, je vous souhaite un beau retour à la maison. Et encore une fois, pour vos bons de commande, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez contacter vos représentantes. On va vous donner un coup de main. Et bonne soirée. Soyez prudents votre retour. Merci.